Durant l'année 2018, ce qui se voulait être une soirée pyjama entre amis va tourner au drame. S'agit-il là d'un simple accident ou d'un homicide? C'est ce que nous allons essayer de comprendre ensemble aujourd'hui. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle affaire criminelle. Si ça n'a pas encore été fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. Ça fait très longtemps maintenant que j'ai envie d'aborder cette affaire avec vous, que j'ai découvert il y a à peu près 2-3 ans sur la chaîne d'une excellente youtubeuse américaine, et depuis j'ai été incapable de me la sortir de la tête. Il existe tellement de théories différentes entourant cette affaire, c'est totalement fou. Accrochez-vous bien et surtout soyez attentifs parce que je vais vous partager beaucoup d'informations et beaucoup de détails et ça peut parfois être un petit peu confus. Chacun d'entre vous qui vous trouvez actuellement devant ma vidéo, expérimentez la vie de manière totalement différente. On passe tous par des moments plus ou moins compliqués, que ce soit un changement de travail, une séparation, la perte d'un être proche ou encore des troubles anxieux généralisés comme c'est mon cas par exemple. Et certains facteurs peuvent aussi venir accentuer ces émotions. Mes troubles anxieux ont été accentués par 100 lors de la naissance de mon enfant. Entre la peur de mal faire les choses ou encore les hormones qui n'en faisaient qu'à leur tête, j'ai été plus qu'heureuse d'avoir l'accompagnement d'un thérapeute durant cette transition assez importante dans ma vie. Et c'est pourquoi je suis très heureuse de vous parler de BetterHelp qui se trouve être notre sponsor du jour. Trouver un thérapeute adapté à vos besoins n'est pas chose facile, et encore moins lorsqu'il y a plusieurs mois d'attente avant de pouvoir obtenir un rendez-vous. Et c'est là que BetterHelp sort du lot. Une fois votre inscription réalisée, il vous suffit de répondre à un petit questionnaire pour être ensuite mis en relation avec le thérapeute le plus adapté à vos besoins. Et si ce professionnel ne vous convient pas pour quelque raison que ce soit, vous pouvez sans aucune difficulté en changer pour un autre thérapeute disponible, et cela sans aucun frais supplémentaire. Les rendez-vous se font au travers de séances vidéo, d'appels téléphoniques ou encore de messagerie en fonction de vos préférences. Et il vous est aussi possible de rester en contact avec votre thérapeute entre vos séances. Tout se fait à 100% en ligne, vous n'avez aucun besoin de vous déplacer. Mais même si les séances sont en ligne, la déontologie stricte reste exactement la même que celle en cabinet. En toute honnêteté, je pense que absolument tout le monde devrait avoir accès à la thérapie, et pas seulement quand ça ne va pas. C'est aussi un excellent moyen de se sentir écouté, rassuré ou encore guidé en cas de besoin. Et c'est pourquoi je vous recommande d'essayer dès aujourd'hui BetterHelp en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de ma vidéo. Cliquer sur ce lien vous permet de soutenir la chaîne, mais surtout vous donne un 10% de rabais sur votre premier mois avec BetterHelp afin de pouvoir commencer une thérapie avec un professionnel. Un énorme merci à BetterHelp d'avoir sponsorisé notre vidéo du jour et je vous laisse dès à présent vous installer bien confortablement pour une nouvelle affaire. Notre affaire du jour se déroule dans l'état de la Géorgie aux États-Unis, dans le comté de Forsyth County. Il s'agit là d'un comté chargé d'histoire, et pas pour les bonnes raisons malheureusement. Forsyth County a fait la une des médias à de très nombreuses reprises, concernant de sérieux problèmes de racisme, et qui remontent assez loin dans l'histoire du comté. Au début du XXe siècle, les démocrates blancs dominaient l'Assemblée législative de Géorgie et ont adopté des lois empêchant les personnes noires de voter, les privant de ce fait de leurs droits civiques. Et ces lois n'ont fait que mettre de l'huile sur le feu, car dans les années qui ont suivi, des violences raciales ont éclaté. Les personnes noires se retrouvaient battues pour le simple fait d'exister, accusées de vol, d'agression et j'en passe. Et tout cela dans le simple et unique but de les faire fuir. La très grande majorité des habitants de ce comté se trouvaient être blancs et il leur était inconcevable de se mélanger à des personnes noires. Et lorsque des relations amoureuses naissaient entre des personnes de couleurs de peau différentes, cela était bien souvent gardé secret, car il ne fallait surtout pas pour les personnes blanches que cela s'ébruite. En 1912, un petit groupe d'hommes appelés les Cavaliers de la Nuit ont terrorisé les citoyens noirs, les menaçant de quitter la ville avant le coucher de soleil, sans quoi ils seraient assassinés. La majorité d'entre eux, par peur, ont pris la fuite. Mais ceux qui sont restés malgré tout ont été soumis à de nouveaux harcèlements, notamment des coups de feu tirés dans leur maison ou encore l'abattage de leur bétail.
Et c'est de là qu'est né le terme Sundown Town, soit en français les villes du coucher de soleil, et qui désigne ces municipalités ou quartiers entièrement blancs qui pratiquaient une forme de ségrégation raciale en excluant les résidents et les visiteurs non blancs, souvent par l'intimidation ou la violence, et dont Forsyth County fait partie. Pour vous partager un tout petit peu plus d'histoire sur ce comté, sachez que cette même année, donc en 1912, un homme nommé Rob Edwards va être accusé par une femme blanche d'avoir abusé d'elle. Et personne ne va chercher à savoir si cette accusation se trouvait être réelle ou non. Rob est immédiatement placé derrière les barreaux, et quelques jours plus tard seulement, il est décidé qu'il allait être exécuté sur la place publique. Il est alors très violemment battu par une foule de villageois qui étaient venus tout spécialement pour participer à cet événement, avant de n'être attaché à l'arrière d'une voiture et traîné sur des dizaines de kilomètres jusqu'à ce que mort s'ensuive. Son corps sans vie est alors attaché à un poteau, et toutes les personnes qui étaient présentes à cette mise à mort vont alors chacune leur tour lui tirer dessus. Un lynchage d'une violence extrême et pour lequel absolument personne ne va payer. Le lendemain matin, tout ceci était déjà oublié et chacun retournait à sa petite vie. Et tristement, à l'entrée dans le 21e siècle, les choses là-bas n'ont pas beaucoup changé. En 2024, la population de Forsyth County comptait moins de 5% de personnes noires. Et le problème, c'est que la justice dans ce comté n'est pas mieux que ses habitants. Je vais pas entrer trop dans les détails, de toute façon je vais déjà vous en partager quelques-uns au cours de cette affaire. Mais sachez qu'il existe une liste longue comme mon bras d'exemples d'injustices et d'abus terribles de la part de la police envers des personnes noires, et que le shérif en charge, à l'époque où notre affaire a lieu, a lui-même été accusé à de nombreuses reprises de racisme et de népotisme. C'est donc dans ce comté assez problématique que notre affaire du jour débute, dans la ville de Cumming plus précisément. Le soir du 3 novembre 2018, Jean Meyers, l'une des résidentes de la ville, organise une soirée pyjama entre filles chez elle. Jean venait tout juste de célébrer son 45e anniversaire et était fraîchement divorcée et maman de 4 enfants. Elle vivait en couple avec son petit ami de 18 ans son cadet, un homme du nom de José Barrera. L'un des fils de Jean faisait partie d'une équipe de foot, et lorsqu'il avait des entraînements, elle et les mères des autres enfants se retrouvaient et passaient du temps ensemble. Un rendez-vous que Jean attendait tout particulièrement chaque semaine. Elle se dit donc que de convier ce groupe de femmes qui avaient toutes à peu près le même âge qu'elle chez elle à une soirée pyjama pour passer un petit peu de temps entre filles pourrait être une excellente idée. Le week-end du 3 et 4 novembre 2018, ses enfants se trouvaient chez leur père. Elle avait donc la maison pour elle toute seule. La date de l'événement va donc être fixée au samedi 3 novembre. Elle invite un total de 9 personnes à cette soirée et elle insiste sur le fait qu'il s'agit là d'une soirée pyjama où l'alcool va couler à flot. Tout le monde doit donc venir vêtu de son plus beau pyjama, et pour éviter à quiconque de devoir reprendre la route en état d'ébriété, elle propose à ses invités de rester dormir sur place. Le soir venu, l'hôte de la maison attend patiemment ses convives. Et c'est aux alentours de 19h30 que les premières invitées font leur entrée. Et comme elle l'avait mentionné plus tôt, ce n'est pas l'alcool qui manque. Les bouteilles s'ouvrent les unes après les autres au fur et à mesure que les invités arrivent. Et à 20h30, c'est une femme du nom de Tamla Horsford qui arrive au milieu d'une soirée déjà plutôt bien entamée. Tamla est née le 10 octobre 1978 à Saint-Vincent et les Grenadines. En 1989, elle déménage dans l'arrondissement du Bronx à New York, où elle passe toute son adolescence, avant de déménager une fois adulte en Floride. Sur place, elle fait la rencontre de Leander Horsford, dont elle tombe follement amoureuse. Leander est le papa d'une petite fille née d'une précédente union, ce qui ne pose aucun problème à Tamla, bien au contraire, car elle rêve de fonder une famille. Elle s'occupe donc de sa belle-fille comme de son propre enfant, et très rapidement tombe enceinte à son tour. Le couple accueille un petit garçon, et quelques mois après la naissance de l'enfant, la voilà de nouveau enceinte. Et en quelques années seulement, la petite famille de 3 devient une très grande famille de 8. Tamla et Leander vont avoir en tout 5 enfants ensemble, 5 petits garçons. Tamla est une femme comblée qui se donne à 100% pour ses enfants. Elle est toujours présente, elle les assiste dans leurs devoirs, dans leurs activités extrascolaires et les supporte sans cesse. Elle est très investie dans leur éducation.
Après plusieurs années en Floride, Leander reçoit une lettre d'offre d'emploi très intéressante, mais qui nécessite cependant que la petite famille déménage. Ce gros changement ne va aucunement faire peur à Tamla, qui était à ce moment-là mère au foyer et qui était toujours prête pour une nouvelle aventure. Et c'est ainsi que la famille se relocalise en Géorgie, dans la ville de Cumming. À leur arrivée, Tamla ne peut s'empêcher de remarquer qu'il y a très peu de familles noires dans cette ville, voire même pratiquement aucune. Mais elle est une personne tellement positive qu'elle ne voit même pas cela d'un mauvais œil, et elle se dit qu'au contraire, cela la rendra encore plus spéciale. Son côté extrêmement sociable va lui permettre de rapidement se faire des contacts auprès des mamans des autres enfants de la ville, et c'est ainsi que lors d'une sortie organisée à l'occasion d'Halloween, elle se voit invitée à la fameuse soirée pyjama chez Jean Meyers. Tamla était d'autant plus excitée à l'idée de faire la fête entourée d'amis, car quelques jours plus tôt, elle avait reçu une excellente nouvelle. Sa belle-fille était enceinte et elle était sur le point de devenir grand-mère pour la toute première fois. Mais plus la soirée approche, plus cette excitation s'estompe, car finalement, le soir venu, Tamla, qui n'a pas pour habitude de sortir seule de son côté, a commencé à culpabiliser et à se demander si elle ne devrait pas tout simplement annuler pour rester à la maison à s'occuper de ses enfants. Leander va tenter de la rassurer et de la pousser à sortir s'amuser un petit peu, en lui disant que de toute façon tout se passerait bien et qu'il serait là pour s'occuper des garçons. Tamla, qui n'était qu'à moitié convaincue, a décidé de partir un petit peu plus tard que prévu et de rester à la maison pour partager le dîner du soir avec sa famille. Elle a même pris le temps de cuisiner les petits déjeuners de ses enfants pour le lendemain matin et de les mettre au lit. L'heure de début de la soirée pyjama était convenue à 19h30. C'est donc à 20h30, soit 1 heure après le début, que Tamla a fait son entrée. Ce soir-là, un match de foot assez important avait lieu, et le petit groupe d'amis avait décidé de le regarder ensemble. José Barrera, le petit ami de Jean, avait lui aussi prévu de visionner le match avec un ami à lui. Mais Jean et lui s'étaient bien mis d'accord au préalable. Il s'agissait là d'une soirée entre filles, et il était hors de question qu'ils viennent gâcher cela. José avait donc fini par accepter de quitter la maison et d'aller visionner le match dans un bar. Mais finalement, un petit peu plus tôt cette journée-là, l'homme avait commencé à se sentir mal. Il se sentait extrêmement nauséeux et avait un mal de tête terrible. Il va alors tenter de négocier avec Jean pour pouvoir rester à la maison ce soir-là. Ce qu'elle va finir par accepter, mais à une seule et unique condition, qu'il reste au sous-sol et qu'il ne vienne aucunement perturber sa soirée. Jean avait une salle de cinéma aménagée au sous-sol de sa maison. C'était donc un endroit parfait pour visionner le match sans se faire remarquer. José accepte et son ami Tom Smith, qui se trouve être le mari de l'une des femmes présentes à la soirée ce soir-là, va rester à ses côtés. Un détail très important à l'affaire, au sous-sol de la maison vivait Madeleine Lombardi, la tante de Jean. Les raisons de son emménagement chez sa nièce sont assez floues, mais ce qu'on sait à ce moment-là, c'est que cela faisait un bon moment déjà qu'elle avait posé bagage chez Jean. Mais ce soir-là, Madeleine se trouvant à l'étage à profiter de la soirée avec le groupe de filles, José et Tom avaient le sous-sol à eux tout seuls. La maison est très spacieuse, c'est le moins que l'on puisse dire. Il y avait en tout 6 chambres, 5 salles de bain et pas moins de 345 mètres carrés d'habitat. Jean, ses enfants et sa tante Madeleine n'avaient donc aucune crainte de se marcher dessus. Retour maintenant à notre soirée. Tamla arrive donc un petit peu plus tard que les autres invités. Mais même si elle ne connaissait pas toutes les personnes présentes, elle semble être immédiatement tout à fait à l'aise. Et il est important de préciser que même les personnes qu'elle connaissait parmi ce groupe de femmes, elle ne les connaissait en réalité pas tant que ça. Elle les croisait seulement occasionnellement lors de matchs de football ou de sorties extrascolaires. Mais elles n'étaient aucunement des amies pour elle. Elle n'avait vraiment pas la moindre intimité avec qui que ce soit à cette soirée. Mais Tamla est le genre de personne à mettre les gens autour d'elle très à l'aise très rapidement. Se retrouver entourée de personnes qu'elle connaissait à peine ne lui faisait aucunement peur. Et à peine arrivée, elle entame directement la conversation avec les autres invités. Et elle va d'ailleurs être la toute première personne à enfiler son pyjama. Elle va alors offrir à Jean une bouteille de tequila pour la remercier de l'avoir invitée. Un cadeau qui ne va pas être bien reçu. Jean fait alors la grimace et lui répond qu'elle ne boit pas de tequila. Tamla insiste alors en souriant et lui assure que cette tequila n'est pas comme les autres tequilas qu'elle a pu boire avant. C'est une bouteille tout spécialement importée du Mexique. Elle l'ouvre alors et l'attend à l'hôte de la soirée.
Mais Jean, à ce moment-là, a littéralement un haut le cœur et lui répond qu'elle ne veut même pas s'approcher de la bouteille. Jean va alors tendre la bouteille de tequila aux autres invités qui vont avoir la même réaction qu'elle. Les femmes se passent la bouteille de main en main et chacune leur tour, elles en respirent l'intérieur et grimacent, comme s'il s'agissait là de quelque chose d'absolument répugnant. Tamla tente cependant de voir le positif de la situation et se dit que ça en fera tout simplement plus pour elle. La soirée se poursuit et les invités enfilent chacune leur tour leur pyjama. Tout se déroule pour le mieux. Le groupe d'amis regarde le match, discute et Tamla se sent de plus en plus à l'aise avec elle. Elle avait ce soir-là apporté de la marijuana avec elle. Au cours de la soirée, elle sort dans le jardin pour fumer, accompagnée de Madeline, la tante de Jean, ainsi que de Stacy, l'une des convives. Mais lorsque Jean la prend sur le fait, elle est totalement furieuse. Jean était tout à fait au courant que Tamla fumait, mais elle lui avait demandé au préalablement de ne jamais faire ça devant son petit ami José, car ce dernier travaillait en tant qu'agent de probation et travaillait donc aux côtés de la police. Sauf que Tamla n'avait à ce moment-là pas la moindre idée que José était présent. Je vous rappelle qu'il se trouvait au sous-sol avec son ami et qu'il avait pour interdiction de remonter. Au cours de l'échange, le ton va un petit peu monter et Jean va commencer à avoir des affirmations plutôt étranges et assez déplacées. Elle va notamment dire à Tamla qu'elle était la version féminine de Bob Marley. Plutôt bizarre. Finalement, les tensions s'estompent et Tamla lui assure avoir rangé la drogue et ne plus y toucher durant tout le reste de la soirée. La fête reprend alors son cours. Le groupe de filles discute ensemble, joue à des jeux de cartes, prennent des photos, puis Jean sert à manger à ses invités. Et c'est à ce moment-là que José et Tom font leur apparition pour la première fois. Une fois au premier étage avec les filles, ils réalisent soudainement que la fête est bien plus sympa ici. Ils décident alors d'y participer et de se joindre à elle pour le reste de la soirée. Un petit peu plus tard, vers 22h30, deux des convives nommés Nicole et Sarah vont quitter la soirée pour rentrer chez elles. Et à peu près au même moment, Tamla fait un appel vidéo avec sa famille pour souhaiter bonne nuit à ses enfants. Elle semble très heureuse et va même inviter les autres mamans à se joindre à elle pour un petit coucou avec ses fils. Le groupe joue ensuite au jeu de cartes Cards Against Humanity. Et en plein milieu de la partie, Tamla reçoit un appel vidéo, cette fois-ci de sa belle-fille. Elle décroche alors et entame la conversation avec elle. Mais cette fois-ci, la réaction des autres convives est bien différente de lors de son premier appel. L'une des invitées filme la scène et on peut entendre certaines personnes s'impatienter et demander à Tamla de lire la carte car c'était à son tour de jouer. Le ton n'est vraiment pas agréable et l'agacement dans leur voix se fait ressentir. Aux alentours de 1h du matin, la fatigue commence à se ressentir et les invités décident une à une d'aller se coucher. Et à ce moment-là, Tamla décide qu'il serait peut-être mieux pour elle de rentrer chez elle. Une décision qui ne va aucunement plaire à Jean. José et elle refusent catégoriquement de la laisser partir. Ils insistent sur le fait qu'elle avait ce soir-là bu de l'alcool et fumé et qu'il serait dangereux de reprendre la route. Il est important de savoir que Tamla avait une excellente résistance à l'alcool. Il lui arrivait assez régulièrement de boire et de conduire derrière, ce qui bien évidemment n'est pas bien du tout, à ne pas faire. Mais c'est quelque chose qu'elle faisait régulièrement et elle n'avait jamais eu le moindre problème. Elle se sentait donc à ce moment-là tout à fait capable de rentrer chez elle. Mais pour s'assurer qu'elle ne parte pas, Jean va lui confisquer les clés de sa voiture et lui dire qu'elle ne les lui rendra qu'au petit matin. Tamla finit donc par céder et accepter de rester passer la nuit. À l'intérieur de la maison à ce moment-là se trouvaient toujours 6 des invités, incluant Tamla, ainsi que Jean, José, Tom et Madeleine. Mais l'une des mamans nommée Bridget a elle décidé de rentrer chez elle pour passer la nuit et attend que son mari vienne la récupérer. À ce moment-là, tout le monde s'était réparti par groupe de 2 dans leurs chambres respectives, à l'exception de Tamla qui elle dormait seule dans le salon. Le problème, c'est que la mère de famille n'était-elle aucunement fatiguée. Elle aurait été prête à continuer la fête jusqu'au bout de la nuit. Elle décide donc de tenir compagnie à Bridget en attendant que son mari vienne la chercher. Les 2 femmes s'installent alors dans la cuisine. Bridget nettoie la vaisselle tandis que Tamla se sert à manger. À 1h47 du matin précise, le mari de Bridget est arrivé. Tamla l'accompagne jusqu'à la porte pour lui dire au revoir, où elle lui dit qu'elle va sûrement aller fumer une dernière cigarette avant de ne se mettre au lit.
Les deux femmes se quittent alors et exactement 2 minutes plus tard, à 1h49 du matin, Tamla sort pour fumer sa cigarette. Et si je suis capable de vous donner des heures aussi précises, c'est parce que tout ceci était noté noir sur blanc. Jean avait un système de sécurité qui contrôlait les portes menant sur l'extérieur. À chaque fois que la porte principale du domicile, celle à l'arrière menant au jardin, ainsi que le garage était ouverte, alors une notification était envoyée sur le téléphone de Jean. Et lorsque l'on regarde le rapport de l'application, la porte principale a effectivement été ouverte à 1h47 puis refermée quelques secondes plus tard, ce qui coïncide avec le départ de Bridget. Puis la porte arrière a été ouverte à 1h49 pour être refermée 1 minute plus tard à 1h50, ce qui cette fois-ci coïncide avec la pause cigarette de Tamla. Mais certaines de ces notifications sont assez étranges. À 1h40 du matin, soit 7 minutes avant le départ de Bridget, la porte du garage a été ouverte avant de n'être refermée dans la même minute, puis immédiatement réouverte et ensuite laissée ouverte durant le restant de la nuit. Et il en va de même pour la porte arrière menant au jardin. Elle a bel et bien été ouverte à 1h49 du matin, potentiellement par Tamla, puis refermée dans la minute qui a suivi. Mais à 1h57 du matin, cette fameuse porte a été ouverte de nouveau et ne sera jamais refermée. La notification suivante sur le téléphone de Jean se trouve à 4h10 du matin lorsque Paola, l'une des invitées de la soirée, a décidé de rentrer chez elle pour se préparer pour sa journée de travail. Après cela, plus rien. La nuit finit par toucher à sa fin et le soleil se lève. Madeleine, la tante de Jean, est la première à se lever. Elle ouvre les yeux à 8h du matin mais décide de rester au lit quelques minutes supplémentaires. Vers 8h30, elle décide de se lever et se dirige jusqu'à la cafetière pour préparer son café. Elle passe alors devant la fenêtre menant au jardin et aperçoit une scène absolument terrible. Quelqu'un est allongé à plat ventre sur le gazon, le visage enfoui dans l'herbe et ne semble aucunement bouger. Elle reconnaît immédiatement le pyjama et les chaussettes de cette personne. Il s'agit là de Tamla Horsford. Madeleine va alors totalement paniquer et sa toute première réaction va être de se mettre à genoux et de prier. Elle se rend ensuite jusqu'au premier étage de la maison pour prévenir Jean et José de la situation. Elle frappe à la porte de leur chambre mais n'obtient aucune réponse. Mais plutôt que d'insister, elle va redescendre et se planter de nouveau devant la même fenêtre où elle se trouvait quelques minutes plus tôt pour vérifier si Tamla avait peut-être bougé. Voyant cependant qu'elle se trouvait exactement dans la même position, Madeleine monte de nouveau et insiste un petit peu plus cette fois-ci en frappant à la porte un peu plus fort. Elle finit par obtenir une réponse et entre à l'intérieur de la chambre. Madeleine, qui n'avait jamais rencontré Tamla avant cette fameuse soirée, a du mal à se souvenir de son nom. Elle explique alors à Jean avoir aperçu son amie des îles, je la cite bien évidemment quand je dis ça, allongée sur le gazon dans le jardin, totalement inanimée. Jean et José se lèvent alors pour se rendre dans le jardin et Jean appelle les secours. Forsyth County 911. Hi, yes. I need an ambulance and a police to my home. What's the address? 4450 Woodlet Court. 4450 Woodlake? Woodlet. Woodlet, okay. All right, 4450 Woodlet Court. What is your name? My name is John Myers, Jeanne. Okay, what's going on? We had people over last night. We were drinking. Most of us went to bed. One of them stayed on the balcony. She was drinking, and we just went outside, and she's laying face down in the backyard. It looks like, I'm guessing maybe she fell off the balcony, but she's stiff. Okay, is she breathing? I don't know if she's face down. Here, hold on. Hey, this is Jose Barrera. Hey, have y'all checked to see if she's breathing? She's not moving one bit. She's not breathing. Okay. I just try to assess her, touch her. She's completely face down in the yard. She is stiff. Okay. Do you know if she, do you see any blood or anything where she... My call dropped. Are you there? I am. Okay. I'm sorry, I was outside. It's okay. I'm not sure what happened to the line there for a second. Do you see any blood or anything to where, from where she fell? I
I don't know if I should move her over. I mean, she is completely face down. Okay. I mean, can you just check and see if she's breathing? If she's not breathing and you know she's gone, then just leave her where she's at. Do you know if she was suicidal at all? I have no clue. I've met her one other time. You know, like my girlfriend said, people were over last night. She was her birthday party. We're not the woman that we believe to be deceased, but it's my girlfriend's birthday party. Instead of having everybody go out, she had everyone stay in. And she was the last one I saw before everybody was typically put off to bed. She was the last one in the kitchen. She was just either waiting around for a ride or waiting until the morning. Okay. How far is the where she would have fell from? How far is the deck from the ground? I would probably say maybe 20 feet. Was she there with anyone else? I don't believe anybody was. My girlfriend has cameras here on the back deck that we can check. Okay. That I think would have caught the incident if she fell from here. Moins de 10 minutes plus tard, les secours arrivent au 4450 Woodlade Court et Tamla Horsford est immédiatement déclarée morte. Tout le monde dans la maison était réveillé à ce moment-là et attendait patiemment l'arrivée de la police. Les policiers ont bien évidemment énormément de questions. Et au cours de leur interrogatoire, Jean, José, Madeleine et Jen, l'une des invitées qui était présente à la soirée, vont tous décrire la position dans laquelle Tamla a été découverte ce matin-là de la même manière. D'après eux, elle était allongée totalement droite, avec le visage directement planté dans le sol. Ses jambes étaient fermées et ses bras allongés le long de son corps, avec les paumes de ses mains retournées vers le ciel. Un témoignage qu'ils vont trouver plutôt étrange, car lorsque les policiers sont arrivés sur la scène, le bras gauche de Tamla n'était aucunement dans la position que le groupe d'amis venait tout juste de décrire. Son coude était replié, sa main était donc beaucoup plus proche de son visage que ce qui avait été décrit précédemment, et la paume de sa main était tournée vers le sol et non vers le ciel. Jean, José et Madeleine, qui ont été les premiers à arriver sur la scène, sont alors questionnés concernant cela et on leur demande s'ils ont peut-être bougé le corps, ce que tous les trois vont totalement nier. Cependant, les preuves récoltées sur la scène de crime vont prouver qu'ils disaient la vérité, car sur le dos des mains de Tamla se trouvaient des traces d'herbe, comme si la main avait été appuyée directement sur de l'herbe, prouvant ainsi que ses paumes étaient vers le ciel, et que le dos de sa main était bel et bien vers le sol. Mais pas que, car il y avait aussi des petits morceaux d'herbe qui étaient restés accrochés dessus. Un détail qui est assez perturbant et étrange au cours de l'appel, c'est que personne à aucun moment ne vérifie si Tamla respire encore ou non. D'autant plus, je vous le rappelle, que José travaillait aux côtés de la police. Au cours de sa formation, il avait donc appris les gestes de premier secours et était tout à fait au courant que c'était la première chose à faire lorsqu'une personne était découverte inconsciente. Le fait que toutes les personnes présentes à ce moment-là se soient contentées de la regarder de loin, sans la toucher, sans voir si elle avait besoin d'aide, si elle était consciente ou non, est terriblement déstabilisant. Sur la scène de crime, les policiers ne vont noter qu'une seule et unique blessure qui se trouve au niveau du poignet de Tamla. Il s'agit d'une fracture assez importante, ainsi qu'une coupure au même endroit, ayant laissé échapper quelques gouttes de sang. Mais rien de plus ne va être noté. Le corps est envoyé pour une examination plus détaillée, tandis que les policiers continuent leur interrogation. Ils vont d'ailleurs demander à toutes les personnes présentes la veille à la soirée d'être rapatriées directement chez Jean pour pouvoir elles aussi être interrogées. Les policiers vont immédiatement remarquer les caméras de sécurité ainsi que le système d'alarme qui était installé au domicile des Meyers et ils demandent à Jean de bien vouloir examiner les images capturées par ces fameuses caméras car il se trouvait que l'une d'entre elles pointait directement en direction de l'endroit où Tamla a été retrouvée. Grâce à ces images, l'affaire pourrait être classée plus rapidement et on saurait exactement ce qui est arrivé à la mère de famille. Mais pas de chance, les batteries du système de sécurité avaient lâché quelques semaines plus tôt et personne n'avait pensé à les changer. Les caméras n'étaient donc ce soir-là pas en fonction. Est-ce qu'il s'agit là effectivement d'un gros manque de chance et d'un très mauvais hasard ou est-ce que tout ceci était en réalité planifié depuis longtemps ?
Pendant ce temps, une équipe de police est envoyée au domicile de la famille Horsford pour annoncer cette terrible nouvelle à Leander, le mari de Tamla. Les officiers de police frappent à la porte et c'est l'un des 5 enfants de Tamla qui ouvre. À la vue des policiers, il court alors jusqu'à la salle de bain pour avertir son père, qui se trouvait à ce moment-là aux toilettes. Leander se présente alors à la porte et se retrouve nez à nez avec 2 officiers de police, ayant le visage sans la moindre expression et un regard extrêmement froid. Les policiers lui demandent alors s'il se prénomme Lee. Lee était le surnom que Leander utilisait la plupart du temps. Ce à quoi Leander se contente de leur demander « Pour quelle raison est-ce que vous me posez cette question ?» Le ton des policiers devient alors beaucoup plus sec. Ils posent leur question de nouveau et lui demandent s'il s'appelle Lee. Leander va lui aussi répéter sa question et leur demander pour quelle raison est-ce qu'il lui demande ça. Et là, sans la moindre compassion et d'une agressivité totale, le policier lui répond que sa femme est morte. Leander est laissé totalement sous le choc, il ne veut pas y croire. Il leur demande alors ce qui s'est passé et s'il peut la voir. Mais toujours sur un ton extrêmement déplaisant, on lui répond qu'il s'agit là d'un accident et qu'elle serait tombée d'un balcon durant la soirée chez Jean Meyers. Et que non, il ne peut aucunement voir sa femme ni se rendre au domicile de Jean, car l'investigation est en cours. Et je tiens à rappeler à ce moment-là que, comme venait de le dire le policier, l'investigation était en cours. La cause de la mort n'avait pas encore été déterminée et personne ne savait à ce moment-là s'il s'agissait bel et bien d'un accident ou non. La théorie selon laquelle elle serait tombée du balcon est celle que les policiers pensent la plus probable, mais rien de cela n'a encore été confirmé. Le fait que les policiers se soient empressés d'aller dire ça à Leander sans même savoir ce qu'il s'était passé et sans attendre le rapport d'autopsie est très limite. Il est important de savoir que l'équipe de police qui était en charge de cette investigation était composée de personnes assez problématiques. 2 des officiers en charge avaient par le passé perdu leur emploi après avoir démontré des comportements racistes. Et un 3e a été viré en plein milieu de l'enquête après avoir partagé des détails et des photos concernant la mort de Tamla à ses nombreuses fréquentations. Oh, et il est aussi important de noter qu'il a été pris en flagrant délit, en train d'avoir des relations intimes dans son véhicule de fonction, alors qu'il était en plein milieu de son shift de travail. Autant dire qu'avec tout ça, l'enquête partait déjà du mauvais pied. 24 heures après le premier interrogatoire, les policiers sont de retour au domicile de Jean pour la questionner de nouveau et pour vérifier que son alibi ainsi que sa version des faits n'ait pas changé entre-temps. Et à leur arrivée, ils sont accueillis comme des rois. Madeleine leur a fait des cookies maison, tandis que Jean leur offre des cartes cadeaux de Dunkin' Donuts, qui se trouve être une très grande chaîne américaine de donuts, et cela pour les remercier de travailler aussi fort pour résoudre cette affaire. Les policiers vont bien évidemment refuser ce cadeau, car elle se trouve à ce moment-là au milieu d'une enquête qui est peut-être criminelle, et s'ils venaient à accepter cela et à être pris en flagrant délit, ils pourraient tout à fait perdre leur emploi pour corruption. Mais cette histoire de carte cadeau va cependant rapidement faire le tour de la ville, et même le tour des médias. Et Jean va trouver cela particulièrement drôle. Tellement drôle même que quelques jours plus tard, elle partage une photo sur ses réseaux sociaux où ses amis et elle portent toutes les 3 des masques sur le visage avec le logo de Dunkin' Donuts imprimé dessus. Et en légende, elle écrit « Les meilleurs masques du monde » avec un hashtag « If you know, soit si tu sais, faisant référence à ces fameuses cartes cadeaux. Quelqu'un vient tout juste de perdre la vie chez elle, 5 enfants se retrouvent sans leur mère, et Jean prend le temps de plaisanter et de rire avec les policiers, leur faisant des cookies maison et leur offrant des cartes cadeaux. C'est un chouïa déplacé. Les policiers continuent d'interroger toutes les personnes présentes à cette fameuse soirée. Et il est important de noter qu'ils n'ont à aucun moment fouillé les téléphones portables des invités pour vérifier si des indices pouvaient s'y trouver. En règle générale, dans ce genre d'affaires, l'une des premières choses que font les policiers sur la scène de crime est de confisquer les téléphones de tous les témoins pour vérifier s'il n'y a pas de photos ou de messages à l'intérieur pouvant donner plus d'explications sur ce qu'il s'est passé. Et là, en l'occurrence, rien de cela n'a eu lieu. Pas de prise d'empreinte ou d'ADN non plus, ni de fouilles détaillées de la maison. La seule et unique chose qu'ils ont fait est de prendre en photo les effets personnels de Tamla restés à l'intérieur de la maison, soit son téléphone portable, son sac à main et son manteau. C'est tout. Et le balcon dont elle serait apparemment tombée est lui aussi à peine examiné. Le rapport d'autopsie finit par arriver. Il révèle des traces d'alcool en très forte quantité dans son corps, ainsi que des traces de THC.
Le THC, pour ceux qui ne le savent pas, se trouve être le principal composé psychoactif du cannabis. Mais pas que, car du Xanax est lui aussi retrouvé dans son système. Le Xanax se trouve être un anxiolytique utilisé lors de traitements contre l'anxiété. Or, Tamla n'avait jamais souffert d'anxiété au préalable et n'avait jamais eu d'ordonnance pour ce type de médicament. La présence du Xanax à l'intérieur de son système est donc très étrange et laisse à penser qu'elle l'avait potentiellement consommé au cours de la soirée. En ce qui concerne les blessures retrouvées sur le corps de Tamla, vont être découvertes une lacération d'un ventricule au niveau de son cœur, ainsi que plusieurs écorchures sur ses bras, jambes et visage. Et le rapport est très clair. La cause de la mort serait bel et bien un accident. Concernant la théorie selon laquelle elle serait tombée du balcon, c'est effectivement la piste que les policiers vont suivre, car son corps se trouvait littéralement juste en dessous du balcon. Si elle était tombée d'en haut, c'est exactement à l'endroit où elle a été découverte qu'elle aurait été retrouvée. Cependant, ce qui est étrange, c'est qu'en dehors de son poignet, qui a été retrouvé fracturé, elle n'avait aucun os de cassé. Et son visage était lui aussi pratiquement intact, à l'exception de quelques petites écorchures. Mais si elle était effectivement bel et bien tombée du balcon, directement sur son visage, comme la position dans laquelle elle a été découverte le laisse à penser, alors son nez ainsi que ses dents auraient très probablement été brisés. Il est certain qu'il y aurait eu beaucoup plus de dommages que cela. Le balcon se trouvait à un petit peu plus de 4 mètres du sol. Alors soit, ce n'est pas une chute du 6e étage d'un building, mais quand même si la distance n'était pas immense, le fait que son visage soit intact est assez étrange. Autre chose, les témoins ont tous affirmé que ses bras se trouvaient le long de son corps avant l'arrivée de la police. Ce qui signifie qu'elle serait tombée toute droite, comme un piquet, les bras le long du corps, sans même tenter de prévenir sa chute en amortissant avec ses mains. Ce n'est pas totalement impossible, mais c'est tout de même assez hors du commun, car en règle générale et instinctivement, on aurait tendance à vouloir mettre les mains pour se retenir. Donc le fait qu'elle soit tombée toute droite avec les bras le long du corps, assez dur à croire. Les témoins vont être interrogés à de multiples reprises. Et à chaque fois, leur témoignage semble avoir des petites inconsistances. Par exemple, Madeleine, qui avait affirmé précédemment avoir aperçu le corps de Tamla allongé dans l'herbe depuis la fenêtre, va changer de version des faits et affirme qu'elle se trouvait maintenant dans le jardin lorsqu'elle l'aurait aperçu. Jean, de son côté, va revenir sur les événements survenus au cours de la soirée. Et elle va notamment revenir sur ce fameux incident avec la bouteille de tequila. Elle ne se gêne d'ailleurs pas pour mentionner sa réaction face à ce cadeau qui lui avait très moyennement plu, quitte à passer pour quelqu'un d'extrêmement désagréable une seconde fois. Et elle va ajouter en parlant de Tamla, et je cite, « Elle est la reine de la soirée. Elle a toujours été la reine de la soirée. » Et cela sur un ton extrêmement condescendant et presque hypocrite. She offered it to other people because she's the life of the party. She's always been the life of the party and everybody's like, can't drink tequila. Bridget, l'invitée qui est restée aux côtés de Tamla jusqu'à ce que son mari ne vienne la chercher, a affirmé que Tamla l'a raccompagnée jusqu'à la porte à 1h47 du matin et que les deux femmes se seraient enlacées pour se dire au revoir. Mais cependant, le mari de Bridget a une toute autre version des faits à partager à la police. Car d'après lui, lorsqu'il est allé chercher sa femme, elle se trouvait seule à la porte et personne ne l'y a accompagnée. Ce qui va totalement à l'encontre de son témoignage. Mais il va aussi être découvert que Bridget se trouvait être la seule et unique personne présente à la soirée à avoir une ordonnance pour du Xanax et en prendre quotidiennement. Je vous rappelle que le Xanax se trouve être l'anxiolytique qui a été retrouvé dans le système de Tamla et qu'elle n'avait jamais consommé par le passé. Lorsque Bridget est questionnée concernant cela, elle se montre pratiquement offensée et elle affirme que jamais elle n'aurait partagé ces médicaments avec qui que ce soit. Elle n'était pas du tout ce genre de personne et elle en aurait encore moins donné à Tamla qui avait bu beaucoup d'alcool ce soir-là et qui semblait déjà être surexcitée. Ce qui va rapidement être démenti par Stacy, l'une des autres invitées de la soirée, qui affirme que Bridget a donné à plusieurs personnes ce soir-là des petites pilules et que cette dernière était même connue pour fournir des anxiolytiques à ses amis régulièrement. Mais même après avoir été prise la main dans le sac, Bridget continue de nier. Durant son témoignage, elle ne cesse de parler de choses totalement hors sujet. Elle se décrit comme étant une personne incroyable, elle dit que toutes ses amies l'adoraient et que même Tamla, qui venait tout juste de la rencontrer, était totalement fan d'elle et qu'elle avait passé la soirée collée à elle, blablabla.
Elle va aussi au cours de son témoignage dire des choses assez bizarres, comme par exemple le fait qu'elle ait décidé de rentrer chez elle pour dormir, car elle n'aurait pas eu confiance de passer la nuit chez Jean et n'aurait dormi que d'un œil. Ce n'est quand même pas quelque chose de normal à dire quand on prend en considération le fait que Bridget et Jean étaient apparemment de très bonnes amies. Pourquoi à ce moment-là, elle n'aurait pas eu confiance de passer la nuit chez elle? Elle va aussi à un moment donné se mettre à bégayer et mentionner José, qui apparemment, au cours de la nuit, se serait rendu sur le balcon, où il aurait trouvé un briquet ainsi qu'une cigarette n'ayant pas été fumée. Il aurait alors attrapé les deux objets qu'il aurait directement jetés dans la cheminée. Elle ne fait que passer d'un sujet à l'autre, et à ce moment-là justement change complètement de direction et se met à décrire la position exacte dans laquelle Tamla se trouvait avant l'arrivée des policiers. Sauf que je vous rappelle qu'à ce moment-là, elle était partie depuis pratiquement 7 heures déjà. Comment est-ce qu'elle aurait pu savoir dans quelle position Tamla se trouvait si elle n'était pas sur place? Son témoignage est extrêmement étrange et rempli de détails qui n'ont pas le moindre sens. Mais cependant, les policiers ne vont pas creuser plus que cela et vont tout simplement décider de la laisser partir. Un autre détail qui est assez important, tous les interrogatoires se sont étalés sur plusieurs jours. Et durant tout ce temps, les témoins n'ont jamais été surveillés. Ils étaient libres de se regrouper comme ils le souhaitaient, de s'appeler et de s'envoyer des textos aussi tout à fait librement, car leur téléphone n'avait pas été placé sur écoute et ne leur avait pas été confisqué. Le petit groupe avait donc pu parler librement de l'affaire entre eux, et même potentiellement se concerter pour mettre au point une version des faits qu'ils partageraient ensuite à la police. Bien évidemment, je ne dis pas là que c'est ce qui s'est passé, mais que c'est tout de même une très forte possibilité. Ce qui va aussi beaucoup faire parler se trouve être la relation entre José Barrera et l'équipe de police en charge de cette affaire. Car je vous le rappelle, José est agent de probation. Il travaille donc aux côtés du shérif du comté ainsi que son équipe. Absolument toutes les personnes en charge de cette affaire le connaissaient donc personnellement, et certains même se trouvaient être de très bons amis à lui. Les médias vont donc bien évidemment envisager la possibilité que cette enquête soit totalement corrompue. Et ce qui ne va aucunement aider à cela, c'est le fait que José Barrera va être pris la main dans le sac, en train de faire des recherches sur l'affaire et ouvrir le dossier confidentiel regroupant toutes les informations sur l'affaire. Mais après avoir été pris en flagrant délit, il va immédiatement être licencié. Est-il donc effectivement possible que toute cette enquête soit corrompue, en lien avec la relation que José entretient avec les policiers de la ville ? Le fait que le bras de Tamla semble avoir été déplacé entre le moment où Jean, Madeleine et José ont découvert le corps et le moment où les policiers ont écrit leur rapport est lui aussi extrêmement étrange. Est-ce que les policiers ont eux-mêmes déplacé le bras dans le but de nuire à l'affaire ? Est-ce que toutes les personnes sur place qui affirment à 100% avoir vu Tamla avec les deux bras le long du corps mentent ? Et si oui, pourquoi ? Ça fait énormément de questions sans réponse. Une théorie qui revient aussi très régulièrement sur internet serait le fait que les policiers aient volontairement altéré la scène de crime et bâclé l'enquête dans le simple but de classer cette affaire comme un accident et de passer à autre chose. Tamla étant une personne noire et les policiers étant connus pour des faits de racisme, cela expliquerait la raison pour laquelle aussi peu d'attention a été portée à son cas. L'affaire va donc être classée comme un accident et être fermée. Une décision qui va être très difficile à accepter pour les proches de Tamla. Le traitement qu'a reçu sa famille est d'ailleurs à vomir. Car après avoir reçu la nouvelle de la mort de sa femme d'une manière extrêmement violente et sans la moindre compassion, Leander va faire face à une situation pratiquement pire encore. Lorsqu'il se présente à la maison funéraire accompagné de ses enfants pour voir le corps de sa femme, il est sous le choc. Son visage a été totalement peint en noir. Un noir extrêmement foncé qui ressemblerait presque à du cirage pour chaussures. Il est à peine capable de reconnaître sa propre femme. Et lorsque Leander tente de comprendre comment cela a bien pu arriver, on lui répond que c'était là le seul moyen de pouvoir recouvrir les nombreux bleus qu'elle avait sur le visage. Depuis quand est-ce que le visage d'une personne a besoin d'être recouvert de cirage noir pour masquer des bleus ? Au cours de l'année 2020, suite au mouvement Black Lives Matter, le cas de Tamla va refaire surface et des milliers de personnes, incluant des célébrités, vont se battre pour tenter de faire réouvrir cette affaire et pour qu'une nouvelle enquête ait lieu. Et finalement, cette même année, l'affaire va bel et bien être réouverte. Une seconde analyse va avoir lieu, mais malheureusement, le résultat est exactement le même. Une fracture au niveau de son nez va cependant être découverte, ce qui pourrait effectivement maintenant expliquer la chute depuis le balcon et l'atterrissage directement sur son visage.
En plus de cela, quelques petites griffes et égratignures vont aussi être découvertes qui n'avaient pas été vues précédemment lors de la précédente autopsie, mais rien de plus. Il est impossible de prouver que qui que ce soit ait pu jouer un rôle dans la mort de Tamla. La conclusion finale reste donc la même, il s'agirait bel et bien là d'un accident. Des enquêteurs totalement extérieurs à l'affaire ont cependant de leur côté tenté de récolter autant de preuves que possible sur cette affaire, et leur conclusion est bien différente. Il est d'après eux tout à fait possible qu'il s'agisse bel et bien là d'un homicide et non d'un accident. Ils affirment qu'il y a beaucoup trop d'inconsistances dans les discours des témoins, trop peu de preuves récoltées sur la scène de crime, pratiquement aucune photo prise durant l'autopsie, ce qui est extrêmement étrange car en règle générale ce sont des dizaines de photos qui sont prises au cours de l'examen pour pouvoir justement valider la décision finale du médecin légiste. Mais aussi beaucoup trop de laxisme de la part des policiers envers les témoins tout au cours de l'investigation. Les proches de Tamla continuent de se battre jour après jour pour obtenir des réponses à toutes leurs questions et pour connaître enfin la vérité sur sa mort. Est-ce qu'elle est réellement tombée du balcon de manière accidentelle? Est-ce que quelqu'un l'a poussée? Est-ce qu'une chute de 4 mètres aurait effectivement suffi à la tuer? Est-ce qu'elle s'est ne serait-ce que trouvée sur ce balcon à un moment ou à un autre? Il est tout à fait possible qu'elle ne soit même jamais montée sur ce balcon et que son corps ait été déposé là pour faire croire à une chute. Beaucoup trop de questions qui restent malheureusement 7 ans plus tard, toujours sans réponse. Tamla Horsford était une personne drôle, généreuse, dévouée pour les gens qu'elle aimait et extrêmement attachante. Elle laisse derrière elle un mari totalement détruit, 5 enfants pour qui la vie n'est aujourd'hui plus du tout la même, et des amis à qui elle manque terriblement. Une pétition a vu le jour pour que le FBI prenne en charge cette affaire et tente d'obtenir des réponses que la police n'a pas réussi à avoir. Cette pétition réunit à ce jour pas moins de 740 000 signatures, et il en manque un peu plus de 250 000 pour espérer voir les choses avancer. Je vous laisse d'ailleurs le lien de la pétition dans la description de la vidéo si jamais vous voulez la signer. Qu'il s'agisse effectivement là d'un accident ou d'un homicide, les proches de Tamla méritent de connaître la vérité. Donc j'espère de tout cœur qu'un jour plus de détails seront disponibles sur ce qu'il s'est réellement passé durant la nuit du 3 au 4 novembre 2018. Et c'est ainsi que se conclut notre affaire du jour. Une affaire très controversée, donc j'ai vraiment hâte de savoir ce que vous, de votre côté, en pensez. N'hésitez pas à me laisser vos opinions en commentaire et à laisser un petit j'aime sur cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Un immense merci encore à BetterHelp d'avoir sponsorisé notre vidéo du jour. Et n'oubliez pas de vous rendre dans le lien en description de la vidéo pour pouvoir bénéficier dès aujourd'hui de votre rabais de 10% avec BetterHelp pour pouvoir commencer votre thérapie avec un professionnel. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!